collaboré à plusieurs émissions de télévision avant de prendre la barre des émissions gastronomiques fort populaires. Pour plusieurs, il est devenu le roi de la cuisine. Au début des années 2000, la sainte colère de Daniel Pinard contre un humour mesquin, voire homophobe, a suscité de vives réactions de part et d'autre. Propos et confidences d'un être peu banal. Je ne peux pas croire que je suis ici. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je sens que tu le regrettes déjà. Non, pas vraiment. Ok, c'est après. Et tu me tutoies, je suis ravi. Ok. J'avais peur que tu ne me vouvoies. Non, parce que le vouvoiement, pour toi, a une signification très importante. Ah oui, absolument, mais c'est que quand j'étais enfant, il y a de cela, comme disait ma tante, comment est-ce que ça s'appelait, tante Lucille? Ok. Il y a de cela de nombreuses années. Alors les bonnes sœurs nous vous voyez, nous appelaient monsieur. J'allais à l'époque au Mont Jésus-Marie. Alors elle te disait, monsieur Pinard, venez, paf! Ce qui fait que pour moi, le vouvoiement n'a rien de la distance Au contraire, respectueuse. c'est même très méchant, très... Oui, ça y va. Hein? Ben là, Daniel, quand on est malade jeune, tu as eu la polio très très jeune, est-ce qu'on part avec une certaine fragilité en disant, toute ma vie, je devrais faire attention à ma santé? non, parce qu'à l'époque, on ne le savait pas. Je le sais maintenant, parce qu'il y a certaines douleurs qui arrivent et qui ne sont pas simplement dues à l'âge. Alors, certaines explications que l'on te donne à ce moment-là sont de l'ordre suivant. C'est que la destruction des nerfs, des terminaisons nerveuses pendant la polio, fait que le corps a dû prendre les synapses de réserve, ce qui fait qu'on n'a pas de synapses de réserve. Donc, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites là-dessus? Non. Et les gens qui en sont morts aussi. Oui. Et à l'époque, on te soignait en te disant que de réduire au maximum toute forme d'exercice physique. Ce qui fait que je n'étais pas autorisé à courir et je ne peux pas faire grand-chose. Et donc, je me souviens encore, je passais de nombreuses heures assis sur le haut de l'escalier à attendre. Attendre quoi? Je ne sais trop, Godot n'est jamais arrivé. Mais donc, j'étais là, ayant froid et m'ennuyant. Mais par contre, je me souviens encore, ça, j'ai jamais raconté ça à personne, ça commence bien. Je commence à raconter des trucs qui me mettent dans l'eau chaude. C'est ce qu'on appelle un squelette, mais celui-là, c'est un vrai squelette. Ah, on sort du placard, là. Et alors, je me souviens que quand arrivait ou quand passaient ce qu'on appelait à l'époque des infirmes, je me mettais à rire aux éclats et j'appelais ma mère. Un infirme. Pourquoi? Je comprends maintenant, c'est que j'avais peur que ça m'arrive et que ce genre de paralysie, entre guillemets, m'inquiétait. Et je ne m'en moquais pas, je trouvais ça charmant. C'était assez particulier, il va sans dire que les gens qui étaient à l'écoute de mes propos en étaient assez peu amusés. C'est là que vous disiez que votre mère vous attachait. Oui. Sur la galerie, quelque part, et le Ah. voisin venait vous détacher, incapable après de vous rattacher de nouveau, de la même façon que votre mère le faisait. J'ai appris en sociologie des siècles plus tard que les humains ont souvent le besoin d'être dominés. Pourquoi? Parce que ça les empêche de choisir et que choisir est toujours quelque chose de difficile et d'ardu. J'ai appris ça en sociologie, mais j'ai appris ça aussi parce que je sonnais effectivement à la porte. Quand Garneau, c'est le poète qui venait me détacher. Il habitait de l'autre côté de la rue. Et je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et j'allais chercher à la pharmacie Le Duc avec lui un cornet à la fraise. Je me rappelle encore de ça, et c'était pour moi le bonheur absolu. Mais pourquoi votre mère vous attachait? Parce que les médecins ne voulaient pas que tu bouges. Et qu'elle ne voulait pas que je bouge. D'une façon très claire, dans mon cas, c'est que j'ai quand même été réchappé sans séquelles ou à peu près de cette maladie. Peut-être grâce à ça. Oui. Est-ce que la liberté, c'est quelque chose qui vous définit? Dans le sens où on veut dire par là. La libre penseur, moi je t'ai entendu dire haut et fort des choses que pas grand monde pourrait assumer et dire. Mais je pense qu'il faut savoir résister. Je pense qu'il faut résister. Parce que si nous ne résistions pas... Résister à quoi, Daniel? Résister à tout. Il faut s'interroger sur tout. Oui. Il faut ne rien croire au départ. Il faut douter de tout. Pourquoi faut-il douter de tout? Parce que si on ne doutait de rien et qu'on croyait tout, la société serait encore ce qu'elle était il y a 1 million d'années. Mais à partir du moment où vous allez au Brésil, il y a comme une deuxième naissance quelque part. Est-ce qu'on peut dire l'avant-Brésil et l'après-Brésil? Ah oui, absolument, absolument. Mais moi, j'ai quitté le Québec
Parce qu'à l'époque, il y avait une oppression religieuse difficile à imaginer pour les gens plus jeunes. C'est une chose qui est certaine, c'est que si on était homosexuel, on était fait. Parce qu'on était des pêcheurs, etc., etc. Notre être même était nié. C'est beaucoup, ça, quand même. Oui. Alors, on n'avait pas le droit d'exister, carrément. Puisque, pour accéder à l'existence, il fallait nier ce que nous étions. Il fallait s'amender, etc., etc. Et j'avais appris ça, entre autres, de mon père, qui disait à un moment donné, écoute, là, mon grand-père était athée, ce qui fait que mon père était quand même assez libre. Et alors, donc, mais pour cette question d'orientation sexuelle, à l'époque, même mes parents, qui autrement auraient dû être assez éclairés, avaient comme l'impression que j'avais choisi ça par bravade. Je m'étais levé un matin, je disais, je vais être comme André Gide, ou je vais être le genre comme tous les pauvres, ou etc. Là. Et comprenaient pas que... Mais il y a eu quand même une réaction violente de votre mère. Elle m'a dit, ton père va en mourir. Et elle lui a dit, ce qui fait que je me disais, mais elle veut le tuer donc, puisqu'elle le lui dit. Cela étant dit... Est-ce qu'il en est mort? Non, pas du tout. Il a appris comment? Il l'a appris parce que ma mère avait une notion très diffuse de la vie privée. Ça veut dire quoi, très diffuse? C'est-à-dire qu'elle trouvait tout à fait normal d'ouvrir le courrier des gens et de fouiller dedans, etc., et même de commenter. Chose à laquelle on était à l'époque assez habitué parce que si tu étais pensionnaire chez les Jésuites, se passait exactement la même chose. Quelqu'un qui filtrait avant vous. Oui, et même on annotait, bon, etc. Bon. Alors, elle avait découvert dans une lettre que j'écrivais à un copain dont j'étais, entre guillemets, amoureux et qui était parti pour Londres. À l'époque, on réfléchissait beaucoup. Et je me souviens encore très bien de ça. Je n'ai pas encore accepté cette situation qui m'est faite et que je n'ai pas choisie, etc. J'écrivais comme ça. Vous aviez 15-16 ans? Oui. Et là, ma mère lit ça. Et m'attend à la porte quand je rentre de l'école. Il me dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Et là, je vois le truc. Et là, moi, j'étais sûr qu'elle le savait. Et par conséquent, qu'elle n'apprenait rien. Elle venait de l'apprendre. Erreur. Elle allait dire horreur aussi. Oui, oui. Alors donc, elle a ameuté mon père, qui était cardiaque, mais qui n'en est pas mort, mais qui venait dans ma jambe. Comme ça. Non, c'était assez dramatique. Et alors, quand on est sorti du resto, il est parti à pied vers chez lui, et je l'ai vu aller comme si c'était la dernière fois. Tu m'as eu. Je m'étais juré de pas brailler. Je t'ai pas eu, je t'écoute, Daniel. Excuse-moi. Ça, là. Combien de temps dans sa mort, Daniel? 7-8 jours. C'est moi, Jean-Louis Billet, qui disait on ne s'habitue pas à la condition, entre guillemets, homosexuelle. Il disait, je ne suis pas maître de mes désirs. Avez-vous l'impression que justement ça entrave un peu, beaucoup, à cette forme de liberté-là, quand on sait qu'on n'a pas choisi cette condition-là, pour reprendre un mot que vous avez dit tout à l'heure? Jean-Louis allait beaucoup plus loin. Comme tu sais, j'étais très proche de Jean-Louis. Et pour Jean-Louis, c'est l'existence même qui posait question. C'est-à-dire que Jean-Louis écoutait, il parlait peu, sauf quand il était sur scène. Mais Dieu sait qu'il savait écouter. Et je me souviens à la fin de sa vie que je pressentais, ça c'est très étrange à dire, mais je te jure que je le revois encore. On était allé bouffer dans un resto qui s'appelle le Moulin Zard, qui était pas loin de chez lui. Et Jean-Louis avait, comme moi, un problème d'alcool, sérieux, comme moi. Et on s'aidait en se disant, hey, là, bon, j'espère que tu te calmes un peu, là, bon. Et Jean-Louis n'osait jamais me dire jusqu'à quel point ça lui faisait problème.
Et alors, un jour, je décide, malgré lui, que nous allions aller au Moulin-Zard. Et moi, c'était simplement parce que j'adore Tintin, que j'étais jamais allé à un endroit qui s'appelle le Moulin-Zard. Et je ne savais pas que Jean-Louis y allait sans arrêt. Et là, il a dit, comme d'habitude, je vous apporte une double vodka. Et là, Jean-Louis me regarde un peu décontenancé. Non pas qu'il me cachait ça, c'est pas vrai. Mais bon. Et je le sentais angoissé. Il rentrait d'un examen médical complet. Il était très inquiet de sa santé souvent. Et je lui disais toujours, ces examens-là ne veulent rien dire. D'ailleurs, on venait de décréter qu'il était parfaitement en santé. Bon. Et ce jour-là, il pleuvait. Et il avait une sorte de manteau très long, qui était presque théâtral, hein, et que j'avais jamais remarqué, mais qu'il portait sans arrêt. Je n'ai jamais remarqué comme ça. Et alors, quand on est sorti du resto, il est parti à pied vers chez lui. Et je l'ai vu aller comme si c'était la dernière fois. Qu'est-ce que tu m'as eu? Je m'ai juré de pas travailler. Je t'ai pas eu, je t'écoute, Daniel. Excuse-moi. Ça, là, Combien de temps avant sa mort, Daniel? 7-8 jours. Mais j'avais fait plusieurs entrevues avec lui pour la télé. Magnifique, d'ailleurs. Et je l'avais obligé à confronter la mort parce qu'il ne voulait pas. Et je lui disais, qu'est-ce que tu veux qu'on écrive sur ta pierre tombale? Je me souviens lui avoir posé cette question. Il a répondu ou pas? Oui, il m'avait cité Godot. Elles naissent pour chevaucher les tombes. Quelque chose comme ça. La vie est si courte et n'a aucun autre sens que la mort qui arrive à la fin. Et il est mort le 29 septembre 1999. Il est mort dans la solitude. On naît seul et on meurt seul. Et d'ailleurs, j'ajouterais même qu'on vit seul. Et que les rencontres et les liens que l'on a, qui sont si ténus, ne sont que sont parfois des promesses remplies, mais pas toujours. Hein. Ténu dans le sens fragile, dans le sens ça ne tient à rien. Ce qui fait que le métier que tu exerces et que j'ai exercé est un métier fabuleux. C'est qu'on est plus vrai à la télé que dans la vie. Et ça, je répète ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mentir à la télé. Parce que trop de monde nous connaissent. Et qu'on ne peut pas s'inventer autre chose que ce que l'on